Bonjour à tous. Donc, on va vous présenter le projet Interface Réno dans sa phase pilote et puis dans les suites qu'on entrevoit. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Alors, il n'était pas là au tout début, mais il y a beaucoup de choses, je pense, qui ont été abordées et beaucoup de choses que euh, le projet Interface ou les situations d'Interface Réno, comme on va voir, euh, aborde aujourd'hui. Donc, toutes les questionnements qu'on a vus aujourd'hui sur la question du cadrage des loyers, la question des rénovations énergétiques, de la précarité énergétique, de l'accompagnement. Enfin, c'est tout ça qui est au centre du projet, sans avoir de réponse sur tout, bien sûr. Et donc, on verra dans les constats et perspectives, donc peut-être en fin de présentation, ben justement tout ce qui pose question et tout ce qui a évidemment été aussi abordé aujourd'hui. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Alors, l'introduction, donc c'est quoi le projet Interface Réno? L'idée, c'est d'augmenter la qualité des logements loués et occupés, donc sur toute la région Bruxelles-Capitale, et de maintenir leur accessibilité financière. Donc, on dit bien louer et occuper, c'est important, puisqu'on parlait tout à l'heure d'accompagner des locataires, etc. C'est l'idée de se faire ça sur toute la région, comme on l'a dit. L'accessibilité financière, comme je le disais, ben, c'est toute la question du cadrage des loyers. Par là, donc, c'est assurer via cette rénovation, c'est assuré aux locataires, pardon, issus du public cible. Donc, ça veut dire que on a des, conditions, on va dire, sur les locataires aujourd'hui. Donc, c'est plutôt des personnes justement en situation de précarité. Alors, ça veut dire quoi? C'est simplement que c'est aujourd'hui les critères, c'est simplement l'accès au logement social et aux grilles de AIS, enfin des revenus. Et donc, voilà, ça c'est pour se donner un référent. Et donc, c'est assuré aussi aux propriétaires une rénovation durable. Donc, durable, ça rejoint la question des rénovations énergétiques, évidemment, mais durable au sens large, puisque en tout cas au début, pour être tout à fait honnête, on n'y est pas encore, mais l'idée était aussi de recourir plutôt à des entreprises d'économie sociale pour aussi être dans euh, voilà, l'intégration, la remise au travail de toute une série de la population, etc. Euh, qui est à la base de ce projet-là? Deux associations du réseau Habitat, donc l'OCAFA et Rénovas. Donc, a priori, ça vient du conseil en rénovation, donc plutôt des architectes qui sont sur le terrain, évidemment, en permanence, sont toujours liés à la question de la rénovation des logements. L'avantage, c'était que faisant partie du réseau Habitat, on avait déjà une certaine habitude de partenariat. Et évidemment, le souci ou l'intérêt de travailler sur l'accompagnement des locataires aussi. Alors, au niveau du GAFA, de manière enfin, en tout cas, depuis plus longtemps que chez nous, donc via tout le service des enfin, des AS. Et nous, avec notre conseillère logement, c'était quelque chose qui se mettait en place. Et alors, troisième intervenant important, le Crédal, évidemment, pour toute son expérience sur le crédit social et toute son attention sur le logement et sur l'accessibilité, et sur le logement tout simplement comme priorité en termes ben, d'équilibre de vie, j'ai envie de dire. Et un partenariat de nouveau aussi existant, alors avec le feu Prévert bruxellois. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas parler du feu pour Renault. Donc, en quelques mots, l'idée, c'est de partir d'un logement de piètre qualité, reconnu comme insalubre ou non. En tout cas, une situation relative de mal logement. Quand on fait intervenir, entre guillemets, ou quand on fait démarrer l'engrenage interface Renault, on va le voir assez rapidement, toute une série de choses qui se mettent en place. Donc, une analyse complète du bâtiment avec plusieurs scénarios. Ça a été évoqué en effet tout à l'heure, la question urbanistique. Donc, plusieurs scénarios urbanistiques, plusieurs scénarios financiers. Ça, c'est plutôt, on va dire avec le volet propriétaire, mais du coup, il y a aussi toute la question des locataires, puisque comme je le disais, l'important, c'était de s'occuper d'abord uniquement de logements
occupés. Ça a aussi été dit à un moment sur le logement social, ou en tout cas sur la question de l'écopropriété, sur le relogement, ou en tout cas le logement temporaire quand il y a des rénovations. Donc on est aussi en train de réfléchir à des opérations tiroirs qui peuvent servir directement à interface, puisque l'objectif, je ne l'ai pas dit, mais c'est dans un maximum de situations de remettre les locataires dans leur propre logement, en supposant bien sûr que leur logement soit adapté à leur situation. Mais donc voilà, donc c'est toute une série d'engrenages. Donc il y a le volet plus propriétaire, accompagnement, urbanistique, travail au niveau du chantier, etc., avec le gestionnaire technique, et le volet plutôt social, avec l'accompagnement des locataires. Et tout ça se croise évidemment à certains moments. On va le voir après sur la méthodologie. Alors, si je reviens sur la phase pilote, donc c'était une phase pilote prévue sur 2 ans. Bon, il y a eu un petit peu de Covid dedans, donc forcément, ça a un petit peu pris plus de temps. C'est une phase qui a été intégralement subsidiée par Bruxelles Environnement, donc deux ETP pour 2 ans. Georges, gestionnaire technique, et Estelle, qui est gestionnaire de projet. Euh, voilà. Différents axes de travail, évidemment, sur ces 2 années et qui se terminent, grosso modo. Maintenant, on arrive en novembre, si je ne me trompe pas, à la fin de l'échéance de ces 2 ans de travail. Donc, toute la question du développement du projet et des différents partenariats, soit existants et à développer, soit à créer. Donc, existants, ben, on l'a déjà dit avec le réseau Habitat, Homegrade, les AIS, des échanges à poursuivre. Ben, de nouveau, ça a été dit dans certaines situations par rapport à des logiques de financement de travaux, ben, des échanges à poursuivre avec le CLTB, puisque l'idée était aussi de pouvoir se dire, pardon, ben, on sépare le foncier des briques, et comme ça, le foncier va permettre de dégager du budget pour payer les travaux. Bon, voilà, il y a toute une série d'échanges à faire perdurer, on espère. Toute la question des financements des travaux, ben, on en a parlé un petit peu. Le cadrage des loyers, on en a parlé aussi. Donc ça, on va y revenir sur un cas plus concret, sur l'application, en tout cas des recherches par rapport à la grille des logements, des loyers, pardon, la grille indicative des loyers. Et toute la question des recherches de logement, puisque comme on l'a dit aussi, c'est comme ça qu'au début, les opérations de tiroir n'étaient pas spécialement prévues dans le projet, mais que très vite, face forcément à la saturation des logements, la question des travaux et donc du relogement a été assez centrale, et donc l'intérêt de se dire, ben, tiens, on pourrait aussi s'intéresser à des bâtiments vides, ou en tout cas en partie vides. Ben, rapidement, donc ce sont 22 dossiers étudiés, 2 logements rénovés, on va y revenir, un en cours, des 4 lettres d'intention, une convention signée. Donc les lettres d'intention, les conventions, tout ça, ce sont des outils qui est le troisième volet, l'axe de travail principal. On a au fil de ces 2 ans d'aller-retour aussi avec des partenaires, d'aller-retour avec des propriétaires, des locataires, développer une série d'outils. Voilà, des plans financiers, des types de conventions et des choses comme ça. Il y a aussi des évaluations qui sont en cours pour l'instant, justement avec des propriétaires qui ont signé ou surtout qui n'ont pas signé, pour voir un petit peu, on va y revenir dans les constats et les perspectives, qu'est-ce qui pourrait être des incitants justement pour essayer de développer ça et faire signer plus de propriétaires. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà. Ça va. Méthodologie rapidement. Donc ça, c'est plutôt voilà, une ligne du temps d'un dossier type, on va dire. On a les propriétaires d'un côté, les locataires de l'autre, et puis la ligne du temps au milieu. Il y a d'abord une situation qui est amenée en général au gestionnaire technique. La plupart de ces entrées sont via les conseillers en rénovation, pour l'instant, du réseau Habitat. Il y a d'autres entrées possibles, on va y revenir tout de suite. Assez vite, on essaie de développer différents scénarios, comme je le disais. Donc là, c'est le gestionnaire technique qui va, en fonction des budgets, en fonction des possibilités urbanistiques, etc., voir ce qui est possible. Du coup,
fois qu'on dégage des scénarios, ben, évidemment, on en parle avec le propriétaire, on voit quel serait le scénario choisi, et à ce moment-là, on va aussi revenir vers les locataires, etc. Pourquoi pas plus tôt? On a essayé de le faire plus tôt, mais en fait, comme il y a toute une forme d'instabilité, ou en tout cas d'incertitude, ça crée une anxiété, ou en tout cas des questionnements qui n'étaient pas forcément utiles, dans le sens où on ne savait pas répondre à toute une série de questions, on était en attente, et donc au fil des différents dossiers, on a remarqué que c'était mieux de les intégrer à ce moment-là. Et donc aussi d'intégrer éventuellement toute l'analyse plutôt financière, pardon. Ici, voilà, l'analyse transversale, elle vise à analyser tant la situation financière, enfin urbanistique et tout ça, bien sûr, je l'ai dit, mais aussi financière du propriétaire et de locataire pour essayer de croiser tout ça ensemble. Alors, de nouveau, très rapidement, l'idée, c'était aussi, quand on a, en phase pilote, quand on a étudié les différentes possibilités de plans financiers, donc aussi de solutions. Est-ce qu'on reste dans le privé? Est-ce qu'on passe par l'AIS? Est-ce qu'on passe par du conventionnement autre que l'AIS? On va voir que c'est dans les perspectives. Ben, comment est-ce qu'on jongle avec tout ça? Quelle augmentation on pourrait accepter pour les locataires? On en a aussi évidemment parlé tout à l'heure. Euh, donc voilà, donc on n'était pas non plus dans une position où on dit on n'accepte aucune augmentation de loyer, mais par contre, on était plutôt, si je ne m'abuse, dans une augmentation de maximum 10% de loyer, sachant qu'a priori, avec des grosses pincettes, ça a déjà été dit, les économies d'énergie après des travaux énergétiques sont réelles, mais relatives. Donc, on était a priori, voilà, on s'était fixé comme augmentation de loyer vraiment maximum 10%, toujours à croiser avec cette analyse financière et la capacité financière des locataires. Et c'était là où aussi Crédal avait amené évidemment son expertise. Forcément, on passe des conventions, on signe des conventions avec tout le monde pour être sûr qu'il y ait des échanges d'informations, que tout le monde soit bien au courant de ça, et que surtout les informations circulent correctement. Ensuite, ben, vient soit le dossier d'exécution, soit les procédures de permis d'urbanisme. La plupart des dossiers nécessitaient quand même permis d'urbanisme. Bon, voilà, c'est pas toujours le cas. En général, on essaye d'aller vers des cas où c'est pas le cas pour justement, entre guillemets, gagner du temps. Mais c'est souvent compliqué. La phase chantier, ben, on va y revenir avec la question des déménagements. Donc, c'est là aussi où, de nouveau, il y a l'accompagnement du locataire. Euh, enfin, à la fois des gestionnaires techniques, etc., avec pour l'architecte éventuel en plus, s'il y a eu un permis d'urbanisme, et l'entrepreneur, etc. Donc, toute la question chantier, et puis ça a été évoqué ici, et on n'y est pas encore, toute la question suivie après travaux, c'est-à-dire notamment du contrôle, enfin, s'il y a conventionnement, du contrôle de ce conventionnement, etc. Donc, tout ça, c'est des questions, évidemment, qui se pose encore aujourd'hui. Et le plus simple, ben, c'est l'AIS, c'est le cadrage qui existe déjà et le cadre légal qui existe déjà. Et donc, voilà, on va y revenir aussi. Ce que je disais tout à l'heure, ben donc, on a testé plusieurs démarrages, enfin types de démarrage de dossiers, notamment via les locataires, puisque c'était aussi le but. Ben, on s'est assez vite rendu compte que c'est très problématique, en tout cas très complexe, parce que le propriétaire n'est pas forcément en demande, voire pas du tout, et que donc la machine est beaucoup plus lourde à mettre en œuvre, et que ça pourrait même parfois générer des conflits, ou en tout cas des difficultés relationnelles entre les différents intervenants. Donc voilà, c'est vraiment pas simple. De l'autre côté, du côté des propriétaires, ils ont un peu plus peut-être de motivation, ou en tout cas, ils ont un pouvoir de décision, évidemment, et une responsabilité qui n'est pas la même par rapport au bâti, et donc par rapport aux décisions prises vis-à-vis des travaux. Mais par contre, ça nécessite beaucoup d'allers-retours. On va y revenir de nouveau. La question des incitants ou des obligations, ben, elle est complexe et insuffisante, selon nous, aujourd'hui, pour simplement obtenir des résultats plus probants. Voilà. Donc, les points forts, disons, selon nous,
c'est toute une série d'outils qui ont été développés. Ce sont des collaborations qui sont quand même assez fructueuses. Essayer de mettre en relation des services, voilà, des services techniques, des services sociaux un peu plus, qui se parlent un peu plus. Les équipes, voilà, des conseils en innovation et d'accompagnement social aussi, donc ça même au sein des propres structures. Et une certaine souplesse, évidemment, du fait enfin, de l'organisation même des associations. Il y a une certaine souplesse à pouvoir s'adapter à des situations. Euh, voilà. Alors, les points d'attention, ben, je l'ai dit, évidemment, c'est le cadrage des loyers, avec tout ce que ça comporte, le temps, enfin, à un moment, on l'a dit, hein, avec les primes, c'est 9 ans. En général, nous, on s'était dit, on va minimum être sur du 15 ans. Bon, voilà, ça fait peur. Donc, de nouveau, c'est le côté coercitif enfin, le incitant coercitif qui devrait être revu. On va le revoir. L'accompagnement des locataires lors des recherches de logement, mais de nouveau, comme je l'ai dit, on a eu assez peu de cas où on a été confronté à ça. On a, nous, Rénovas, dans certains projets de projets de quartier, exactement ces questions-là qui se posent. Donc, on sait très bien que c'est une grosse question. Aussi vis-à-vis des profils des locataires qu'on rencontre, et comme on l'a dit tout à l'heure, à cause des questions urbanistiques où on est amené quasiment, je crois, systématiquement à supprimer des logements. Euh, voilà, l'accompagnement des plus spécifiques, ça a été enfin, un peu évoqué tout à l'heure avec les primes aussi, ben, c'est de se dire, est-ce qu'on est tout le monde, est-ce qu'on est tous les propriétaires, voilà, pas forcément notre position, pardon, là-dessus, mais en tout cas par rapport aux primes, c'est une vraie question. Je pense que ça avait été évoqué tout à l'heure, mais aussi on va dire, mise au vert réseau Habitat, où grosso modo, si je ne me trompe pas, tu me corriges, Lucie, que 34% des primes ont été octroyées, donc ça ne veut pas dire les montants, mais 34% allaient vers une catégorie 1 de revenus. Voilà. Est-ce vraiment nécessaire? Oui, vas-y, vas-y. Oui, ok. Voilà. Incomplet, mais déjà questionnant, je dirais. Euh, voilà. Et donc, la question aussi, pour l'instant, comme je le disais, c'est il y a la souplesse des associations, mais donc, c'est les forces vives aujourd'hui des deux associations qui portent un peu le projet, et l'accompagnement des locataires. Les locataires, c'est, on le sait, très énergivore, et donc, c'est une vraie question sur enfin, comment on pourrait travailler à une échelle plus large au niveau de la région, quand on sort des communes. Il y a des contacts, il y a au niveau des réseaux habitat, il y a des contacts qui sont pris, il y a des solutions qui sont amenées. Comme on l'a dit, c'est pas tellement, enfin, je pense au niveau du réseau habitat, c'est pas au niveau vraiment de l'accompagnement que ça pourrait coincer, c'est dans tous ces allers-retours avec les propriétaires où c'est plutôt compliqué. Euh, Ça, j'ai déjà évoqué. Peut-être, voilà. Oui, bien sûr. D'avoir cette capacité d'accompagner le Oui, oui. également. Mm. Il y a le cas du CAPA d'ailleurs, mais donc, Voilà, c'est ça. Mais c'est pour ça que je parlais de souplesse des associations. C'était peut-être pas clair, mais c'est vrai que ce n'est pas que nos deux associations, puisque enfin voilà, on est en contact avec les CRU, il y a eu des contacts avec Convivence, il y a avec Habitat et Rénovation. Donc voilà, donc il y a en effet, de toute façon, clairement, cette volonté de tester ces choses-là. Euh, voilà. Je laisse Georges prendre la parole pour vous expliquer un petit peu les dossiers. Voilà. Voilà. Donc, sur l'ensemble des dossiers étudiés, on a compté 72 logements de fait, 30 logements de droit et 39 logements projetés. Petit mot d'explication pour ceux qui ne connaissent pas très bien comment ça se passe, mais 72 logements de fait, ça veut dire les logements qu'on a trouvés dans les bâtiments, divisés par les propriétaires de manière un peu aléatoire et
personnel. Les logements de droit, c'est les logements qui sont reconnus à la commune. Donc, pour ces 72 logements de fait, on a 30 logements de droit. Et ensuite, si on rentre dans l'étude de ces cas et on les étudie et on projette, on respecte la réglementation en termes d'habitabilité, on arrive à avoir 39 logements projetés. Donc, ça veut dire, ça c'est un échantillon très représentatif pour la région bruxelloise. Ça veut dire que pour 72 logements de fait, on peut avoir que la moitié conforme. Voilà. Ici, c'est un exemple concret d'un bâtiment, d'un immeuble à Saint-Gilles, qui, à la base, il est une maison bruxelloise, donc c'est une maison unifamiliale, avec un atelier à l'arrière. Alors, dans la situation de fait, l'immeuble comporte 8 logements. À la commune, c'est une maison unifamiliale, donc un logement de droit. Et si on veut respecter la réglementation, ben, on peut faire 3 logements projetés. Alors, pourquoi on présente ça? Parce qu'en fait, en termes de revenus locatifs, le propriétaire il gagne pas mal. Dans les 8 logements de fait, on a fait une simulation avec la grille indicative de loyer. On arrive à une fourchette entre 3 500 € et 4 300 €. En réalité, si on compte les loyers qu'il pratique, c'est 3 000 €. Ben, ça veut dire que cette simulation, on l'a faite parce que si le propriétaire se dit, ben, tiens, je vais utiliser la grille des loyers pour calculer mes loyers, ben, il va arriver à quelque chose d'extraordinaire. Alors que lui, un propriétaire, il ne sait pas que les logements ne sont pas conformes parce qu'il y a des problèmes de surface et des problèmes de hauteur, et voilà. On a fait la simulation pour un logement de droit, on arrive déjà à un loyer un peu plus normal, mais qui n'est toujours pas correct. En plus, quand on passe dans la situation avec les logements projetés, on constate que la grille des loyers est toujours, comment dire, un peu, elle n'est pas adaptable à une situation normale. Et donc, on a une fourchette de 2500, entre 2500 et 3000 €. On a fait la simulation aussi avec une gestion AIS et on est à 2342 €. Donc, voilà, d'ici, il y a plusieurs questions, mais qu'est-ce qu'on fait avec tous les ménages qui ne sont pas conformes? Et si on veut tout régulariser en respectant les règles, qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces ménages qui doivent sortir, aller ailleurs, je ne sais pas où ailleurs, mais voilà. Sur Bruxelles, je pense que la moitié des ménages ne sont pas conformes. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces revenus locatifs que les propriétaires prennent sans respecter les normes d'habitabilité? Voilà, c'est des questions que l'on a soulevées pendant l'étude de nos dossiers. Alors, je passe sur un dossier réalisé. Pour ce dossier, on n'a pas, donc il était conforme, il y a eu un permis d'urbanisme il y a 10 ans qui a régularisé le bien. Donc, on a 2 logements, un logement vide, un studio vide au premier étage et un logement 2 chambres au deuxième étage, c'est un duplex. Là, ici, c'est les plans du logement. Voilà. C'était un bâtiment insalubre qui nécessitait une rénovation urgente. Ici, c'est un peu les proportions des travaux que nous avons proposés dans le dossier. Donc, en gros, 45% des travaux sont proposés par nous pour rendre les logements conformes. 30% des travaux, c'est des travaux énergétiques, mais qui se chevauchent avec les travaux de mise en conformité. C'est-à-dire que parfois, si on veut rendre quelque chose, un élément conforme, ben, c'est aussi un élément qui touche l'enveloppe du bâtiment, qui représente la performance énergétique du bâtiment. 15% des travaux sont des travaux fonctionnels imprévus qu'on découvre pendant la rénovation. Et donc, 5%, c'est des travaux demandés par les locataires. Voilà.
souvent les locataires demandent quelque chose, alors il faut voir avec le propriétaire s'il est d'accord, parce que c'est quand même lui, à la fin, le maître d'ouvrage. Alors ici, donc, quand on commence un dossier, on fait un diagnostic des travaux et on réalise un plan financier pour montrer au propriétaire quels sont les avantages, quels sont, en gros, un bilan financier des travaux, loyer possible, gestion AIS, prime communale, et on fait un bilan sur 9 ans parce que nous, notre convention, c'est sur 9 ans. Donc, si les propriétaires souhaitent travailler avec nous, ils s'engagent à cadrer déjà leur loyer pour 9 ans. Et voilà, il y a plusieurs conditions dont on va parler un peu plus loin. Donc ici, un zoom sur notre plan financier, juste pour présenter un peu comment on travaille. Donc pour le appartement, pour le logement du premier étage, on a estimé un coût au mètre carré pour les travaux de 900 €. Alors, le propriétaire peut percevoir un loyer de 450 pour une gestion AIS. Pour le deuxième étage, donc le deuxième appartement, donc on a fait la même chose. Après, on a une estimation des primes qu'il peut avoir pour les travaux proposés. Bureau d'études, c'est 0 parce qu'il n'y a pas d'intervention de bureau d'études. Donc, nous, on s'est occupé de toute la partie architecture et gestion de chantier. Après, le bilan sur 9 ans. Ici, c'est un cas particulier. J'ai indiqué que sur une durée de 9 ans, le propriétaire peut récupérer 230% du total des travaux investis. Mais c'est très particulier. C'est le dossier qu'on a réalisé, on a fini au début de cette année. Ici, c'était vraiment intéressant pour le propriétaire qui travaille avec nous. Quelques photos de la réalisation. C'est pas extraordinaire, c'est un appartement mis au point. Voilà. Ici, c'est un bilan que j'ai fait, mais que je ne sais pas très bien présenter. Voilà. En gros, ça reprend, donc il y a 2 scénarios. On a fait ça pour le propriétaire, pour voir quels sont les avantages et les inconvénients dans les scénarios mixtes, donc c'est-à-dire des gestions AIS pour un étage, gestion privée pour un autre étage, et après gestion AIS pour les 2 appartements, pour les 2 étages. Pour la partie privée, nous, on demande à ce que les propriétaires cadrent leur loyer, mais on n'a pas encore aujourd'hui une formule qui peut fonctionner bien avec tous les cas. Donc, on considère aujourd'hui, mais ça, on va encore discuter tout à l'heure, on considère aujourd'hui qu'il faut vraiment prendre cas par cas et étudier quelles sont les possibilités, parce que investir beaucoup d'argent, ça a été discuté tout à l'heure, on ne peut pas laisser se répercuter directement sur le loyer parce que ça peut créer des problèmes. Donc ici, on voit que par rapport au loyer possible par mois, il n'y a pas une grande différence. Par contre, on constate que sur un bilan après 9 ans, le scénario AIS, gestion AIS, ça reste quand même très intéressant, plus intéressant qu'un scénario privé. Et on a constaté aussi que dans certains quartiers, les loyers AIS n'étaient pas très différents que les loyers calculés par la grille des loyers, grille indicative des loyers. Et ça, c'est pour certains quartiers. Pour d'autres quartiers, il y a des grandes différences. Donc, voilà. Ça, c'est une question. Je laisse Sébastien continuer. Je peux te l'étendre ton micro. Voilà. Donc, je vais vous présenter un peu les constats pour Interface Reno. Je vais certainement répéter pas mal de choses qui ont été dites précédemment, donc je vais aller assez vite. Donc, les points forts d'Interface Reno, c'est la diversité des situations donc, étudiées qui ont permis de tester différentes variantes, donc avec les AIS, sans AIS. Voilà, donc l'opportunité aussi, on a eu pas mal d'opportunités, enfin, on dit pas mal, c'est un peu exagéré, mais quand même, on a eu des opportunités d'avoir des logements vides, ou en tout cas d'étudier des projets qui permettaient de créer du logement vide, et donc
qui nous aidaient dans le cadre d'opérations, qui nous auraient aidés parce qu'ils n'ont pas abouti, dans le cadre d'opérations de tiroir, de reloger des locataires qui ne pouvaient pas retrouver leur logement initial. Donc, voilà ce que je pense Georges n'a pas dit dans le dossier précédent. Donc l'appartement du premier étage était vide, l'appartement du deuxième était occupé, et donc pendant les travaux qui ont été faits au-dessus, donc au deuxième, les locataires ont pu utiliser les commodités du premier. Donc voilà, il y a un petit côté tiroir, donc on trouvait ça assez intéressant, et c'est quelque chose à renforcer par la suite. Donc on a la confirmation qu'Interface Réno répond aux besoins du terrain et au cadre des dossiers rencontrés. Maintenant, on n'est pas arrivé à l'objectif en termes de rénovation que l'on souhaitait, mais on se rend compte que ça fait partie des préoccupations et que ça répond quand même à une demande. Donc, il y a un grand intérêt, comme on l'a dit précédemment, à travailler avec les AIS pour différentes raisons, parce qu'il y a des avantages supplémentaires. Donc, dans les loyers évoqués tout à l'heure, évidemment, on ne parlait pas des avantages fiscaux que les biens mis en gestion AIS, auxquels ils peuvent bénéficier, auxquels ils peuvent prétendre. Les primes aussi sont majorées, et toute une série et dans certaines communes, des primes communales sont octroyées. Donc, ça augmente en fait le loyer par mois. Si on comptabilise tous ces éléments-là, tous ces apports financiers, ça augmente en fait le loyer par mois, et ça devient assez compétitif par rapport à la grille des loyers, ça c'est sûr, mais même parfois avec les loyers pratiqués par le propriétaire précédemment. Les points d'attention, donc on a un temps de prise de décision des propriétaires assez long, donc par rapport au scénario proposé. Donc ils ont chacun leur raison. Voilà, donc, mais ça prend du temps, donc il faut les convaincre. C'est pas rien, c'est beaucoup d'investissement. Le démarrage des dossiers Interface Réno, comme on l'a dit tout à l'heure, donc est plus complexe par le biais des locataires. Donc on a eu le cas comme ça, et bon, ça n'a pas été concluant. Le prix de financement des travaux, évidemment, et le financement des travaux donc, sont compliqués. Hein, donc, les crédits ne sont pas accessibles aux propriétaires bailleurs. Les fonds propres ils existent pour certains, mais ils ne sont pas nécessairement utilisés ou débloqués pour financer des travaux. Les avances, donc, dans le cadre des primes, n'existent plus. Donc, évidemment, ça complexifie la chose. Il y a une réduction quasi systématique et importante du nombre de logements, Georges vous l'a présenté tout à l'heure. Alors, les lignes de conduite communale sont restrictives au niveau des divisions, au niveau de toute une série de choses. Donc, les réglementations sont assez sévères et donc entravent notre mission. Donc, on est amené, donc, dans le cas... donc on est amené dans le cas où les projets donc, ne fonctionnent pas avec Interface Réno à réorienter donc, les propriétaires vers des services existants. Et là, actuellement, donc, on n'a pas énormément de possibilités. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra améliorer, auquel il faut penser pour la suite. Les pistes à suivre, donc combiner, donc pour Interface Réno, combiner les solutions coercitives et incitatives pour motiver les propriétaires donc, au passage à l'acte. Donc on pense qu'il faut combiner les deux. Donc, je ne crois pas que ça fonctionne qu'avec une des deux. Donc les exemples actuels nous le montrent. Développer et poursuivre des collaborations avec l'ADIR, les deux instances communales ou régionales. Il y a donc un contrôle évidemment des propriétaires conventionnés, donc dans ce cas-ci avec Interface Réno pour la suite, pour s'assurer qu'ils appliquent bien donc les loyers sur lesquels on s'est mis d'accord au départ. Assurer un accompagnement social spécifique au sein d'Interface Réno. Donc ça, c'est pour vraiment encadrer donc, le lien entre le locataire, le propriétaire, Interface Réno. Donc on a vraiment besoin du volet social. Nos assistants sociaux sont primordiaux dans ce travail.
Clarifier le statut du gestionnaire technique, on s'en rend compte au niveau du réseau habitat également, hein, donc l'aide à la maîtrise d'ouvrage, avoir des assurances qui puissent couvrir ça, parce que pour l'instant, c'est un peu de chagrin, donc on n'a pas grand-chose, donc on risque notre peau. Poursuivre la collaboration avec les AIS et le réseau associatif, le réseau habitat, le CLTB et les autres assos, on ne va pas toutes les mettre. Faire corréler alors la grille des loyers, la grille indicative des loyers avec les situations rencontrées. Donc, et ça, j'en parlais après, il reste 2 slides, comme ça vous savez. Alors, pour le cadrage des loyers, au niveau des constats, c'est pas exhaustif, hein, donc voilà, on a pris quelques constats, il y a moyen d'étayer, mais bon. Donc, la grille indicative des loyers ne garantit pas la conformité d'un logement. Ah bah, on l'a vu tout à l'heure avec le calcul qui a été fait par Jove sur le cas de la maison divisée en 8 logements. Bah, on peut avoir un loyer assez intéressant finalement avec des logements qui ne sont pas du tout conformes ni au code du logement, ni au RRU. Alors, la grille des loyers suit le marché locatif privé et n'offre pas de solution aux locataires en situation de précarité. Donc, pour nous, cette grille de loyer est encore au-dessus de ce que parfois les locataires peuvent mettre en termes de loyer. Il y a un déséquilibre entre les différents aspects financiers du projet de rénovation, donc le prix du loyer avant et après travaux, et l'investissement du propriétaire dans le logement. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait des prix élevés des loyers, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il y a des propriétaires qui louent des biens pas conformes, un peu pourris, mais à des prix, et c'est pas normal, hein, je ne dis pas que c'est normal, mais à des prix voilà, assez bas. Et évidemment, il faut éviter ce gap du loyer avant travaux, donc assez bas, avec des logements non conformes, et les loyers après travaux avec des logements conformes et efficients au niveau énergétique. Et donc, les pistes à suivre, donc, ce qui est des pistes à suivre au niveau des cadrages de loyer. Donc, on propose de collaborer davantage avec les AIS et avec FEDAIS, parce que les loyers des AIS restent plus compétitifs en matière d'accessibilité en comparaison avec la grille indicative des loyers. On propose de définir une formule de calcul de loyer avec des variables adaptables au cas par cas, donc coût, type de travaux, logement occupé ou pas, au regard des loyers existants, donc avant les travaux, et bien sûr des revenus des locataires. Donc ce qu'on fait dans l'interface Reno, hein, donc on regardait évidemment quelles étaient leurs charges et leurs revenus pour déterminer quel serait le loyer futur à appliquer. Développer des incitants supplémentaires attractifs pour les propriétaires bailleurs tout en cadrant les loyers et sans faire concurrence aux AIS. Donc évidemment, quand on parle de cadrage des loyers, on est dans le cas des dossiers par lesquels on ne passe pas par l'AIS, hein, puisque là, l'AIS a des loyers bien spécifiques et bien définis. Et alors, développer des synergies, on en parlait tout au début de cet après-midi, entre les instances, entre Bruxelles Logement et Bruxelles Environnement. Pour nous, Interface Reno se trouve à l'articulation de ces politiques régionales ambitieuses et la rénovation du bâti et de l'accessibilité des loyers. Et je pense que c'est fini, non?